Voilà. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je commence tout de suite avec le bilan de la dernière journée. On a 75 nouveaux décès, donc un total de 435 depuis le début. Je veux bien sûr offrir mes condoléances à toutes les familles et les proches de ces victimes. On a maintenant 14 248 cas confirmés. C'est une augmentation de 691. On a 936 personnes hospitalisées, c'est une augmentation de 57. Et on a 230 personnes aux soins intensifs, c'est une augmentation de 4. Évidemment, notre grande priorité, ça demeure la situation dans les CHSLD. D'abord, et puis c'est une bien mince consolation, mais quand vous regardez la situation en Ontario, à New York, en France, un peu partout dans le monde, on a cette situation-là. Dans les centres d'hébergement de soins de longue durée. On a des personnes qui sont plus âgées, puis on a des personnes qui sont malades. Donc, ce sont effectivement les personnes qui sont les plus vulnérables. Par contre, je l'ai déjà dit, puis je continue de le répéter, on avait déjà un problème de personnel avant la crise dans les CHSLD. On avait un problème d'attraction. Donc, dans les budgets qu'on a faits, entre autres dans la dernière année, on avait augmenté les budgets pour les CHSLD, mais malheureusement, on n'arrivait pas à combler les postes qui étaient affichés. La situation s'est beaucoup détériorée dans les dernières semaines. On compte aujourd'hui 1250 employés juste dans les CHSLD qui sont absents, soit qui sont infectés, soit qui ont la crainte d'être infectés ou toute autre raison, mais on a quand même en plus un manque de 1250 employés. Pardon. Je veux commencer tout de suite peut-être par mes remerciements du jour. Si vous n'avez pas pris connaissance de cette histoire qui a été écrite par Patrick Lagacé dans le journal La Presse, vous savez, quand il arrive des drames, il y a toujours des personnes qui ressortent pour des raisons humaines exceptionnelles. Puis c'est quand même toute une histoire là, dans le drame du CHSLD Héron à Dorval, de voir que la docteure Larente, qui est arrivée le fameux soir où la majorité des employés avaient quitté le CHSLD, elle a appelé son mari et ses 3 enfants, 13 ans, 15 ans, 17 ans, pour venir l'aider, pour, entre autres, distribuer des repas aux 130 résidents qui se retrouvaient un peu seuls. Évidemment, c'est le genre de situation qu'on ne peut pas imaginer en 2020 au Québec, mais quelle bravoure, quel sens humain admirable de la part de la docteure Larente, puis de ses enfants, son mari. Évidemment, je veux, au nom de tous les Québécois, la remercier. Et la raison pourquoi je voulais commencer par parler de la docteure Larente, c'est parce que je voudrais lancer un peu un appel à tous. Dans les CHSLD, je viens de le dire, on manque de personnel médical. On est en train de transférer du personnel médical qui était dans les hôpitaux vers les CHSLD, du personnel de toutes sortes. Là. Puis je vais peut-être revenir sur une remarque que j'ai faite hier. J'ai dit même les médecins spécialistes ont une formation générale en santé avant d'étudier dans une spécialité et peuvent venir combler le poste, par exemple, d'une préposée aux bénéficiaires. Ils sont capables de le faire, mais je voulais pas, en disant ça, insulter les médecins généralistes, les médecins de famille. Il y en a certains qui sont dit choqués parce qu'ils disaient, ben nous aussi, comme les spécialistes, on a une formation additionnelle comme médecin de famille. Moi, le message que je voulais tout simplement passer, c'est qu'on a besoin de bras, on a besoin de gens
qui ont toutes sortes de formations médicales, que ce soit des médecins de famille, que ce soit des médecins spécialistes, que ce soit des infirmières. Il faut venir combler cette pénurie, ce manque, entre autres, de préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Et on a besoin de tout le monde. Donc, je lance un appel à tous aussi. On en a eu depuis le début de la crise, des gens qui avaient pris leur retraite ou qui s'étaient retirés du milieu de la santé, mais qui ont des compétences, des expériences. Je vous demande, on a besoin de vous dans les CHSLD. Bon, vous avez vu aussi, on a fait appel à tous les enseignants qui enseignent en sciences infirmières ou en soins médicaux, que ce soit dans les centres de formation professionnelle, dans les cégeps. C'est pas une question là, de décret qu'on veut forcer quelqu'un, là, mais on parle de plus de 2000 personnes qui enseignent, qui ont des compétences en santé. Donc, je vous demande à tous les enseignants, tous les professeurs en soins infirmiers, on a besoin de vous autres dans les CHSLD. On est en train de faire le tour aussi des entreprises d'économie sociale. Il y en a certaines qui donnent des soins à des patients, que ce soit à la maison ou ailleurs. Encore là, on fait un appel à tous pour venir travailler dans les CHSLD. Ce qu'on a aussi conclu, puis tantôt, le docteur Arruda, je vais lui céder la parole, on a convenu d'une façon de fonctionner pour que certains proches aidants puissent venir dans les CHSLD. Bon, on veut que ce soit des personnes qui ont quand même une expérience, qui l'ont déjà fait, des personnes aussi qui sont connues des établissements. Évidemment, on va prendre toutes sortes de précautions, avoir un test négatif, avoir les équipements médicaux, pas se tenir proche des autres patients ou des employés, mais aller s'occuper juste de la personne qui connaissent. Puis quand ils retournent à la maison, bien sûr, faire attention de continuer de garder le 2 mètres là, pour pas s'infecter. Donc, je parlais hier de la balance des inconvénients. C'est ce qu'on a pesé. Puis on pense que compte tenu du manque de personnel dans les CHSLD, ça vaut la peine de demander à certains proches aidants de venir nous donner un coup de main. Mais je vais être clair, par contre. Si vous n'êtes pas un proche aidant qui est identifié par les responsables des établissements, l'interdiction des visites demeure. Puis je ne voudrais pas, là, je comprends que beaucoup de personnes voudraient voir leur père, leur mère, aller les visiter, mais je ne voudrais pas non plus qu'à répétition, on demande aux responsables des CHSLD d'absolument pouvoir venir voir son père ou sa mère. Là. On parle juste des personnes qui vont être identifiées par les responsables des établissements. On veut quand même limiter le nombre pour éviter la propagation du virus. Bon, j'avais demandé aux gens responsables des établissements de s'assurer d'avoir un responsable qui appelle les familles. On me dit que ça fonctionne bien. On me dit que 95 des établissements ont appelé les familles. Donc, il en reste un 5 là. On va poursuivre de ce côté-là. Je pense que c'est important, étant donné qu'il n'y a pas de visite, sauf les proches aidants identifiés, de donner des nouvelles aux familles. On a décidé aussi qu'à partir d'aujourd'hui, par transparence, on va vous donner la liste aussi de toutes les résidences là, qui sont, en guillemets, sous surveillance. Je veux vous dire d'ailleurs qu'on a terminé la visite des 2600 résidences. Juste vous dire, là, parce que je sais que certains ont demandé des rapports d'inspection. Là, on n'est pas en train de faire de la paperasse. Là. Ce qu'on voulait, c'est d'aller de visu, voir où il y a des problèmes, voir quelles sont les résidences qu'on doit surveiller, aider. Donc, l'idée, c'est pas de faire de la paperasse, là, c'est surtout de se donner une liste. Et puis, sur les 2600,
Il y en a 41 résidences aujourd'hui qui sont plus critiques, plus où on doit suivre la situation d'un peu plus proche. Évidemment, ça va changer de jour en jour. Là, on va republier la liste à chaque jour. Donc, soyons prudents sur l'utilisation de la liste. La liste qui était bonne hier soir sera peut-être pas bonne ce soir. Donc, il y en a des résidences qui vont s'ajouter, d'autres qui vont sortir de la liste. Donc, je termine en vous disant, je comprends que c'est difficile la situation dans les CHSLD. Peut-être qu'on ne s'attendait pas à autant de personnes infectées. C'est un virus qui frappe très fort. On a vu que dans certains cas, du personnel qui n'avait même pas de symptômes a probablement infecté des résidents. Et donc, il faut comprendre qu'on n'arrivera pas malheureusement à sauver tout le monde. Mais le gros problème est vraiment dans les CHSLD. Il faut dire que quand on regarde la situation dans les hôpitaux, c'est beaucoup moins pire qu'on pensait. Donc, les beaux jours s'en viennent quand même. Puis, on est plus convaincu que jamais qu'on est en train d'atteindre le fameux pic. Mais le pic, ça le dit, c'est le moment où il y a la pire situation avant que ça commence à s'améliorer. Donc, je veux encore une fois lancer un appel à tous. On a besoin de personnel expérimenté qui ont des compétences en santé dans nos CHSLD. Oui, on a comblé une bonne partie des postes, mais à chaque jour, il y a malheureusement du personnel additionnel qui s'absente et puis des besoins qui s'amplifient avec le nombre de personnes qui sont infectées à la COVID-19. Donc, je veux tout le monde vous dire, on va tout faire pour protéger nos aînés, pour les soigner dans la dignité, mais on a besoin de l'aide de toutes les personnes qui peuvent venir nous donner un coup de main dans les CHSLD. Few words in English before Quelques mots en anglais avant que je cède la parole à M. Arruda qui va parler des directives en place. Bon après-midi. Comme je l'ai dit depuis quelques jours maintenant, notre priorité principale demeure la situation qui prévaut dans les résidences pour aînés. Nous déployons davantage de professionnels qui viennent des hôpitaux vers les résidences, mais il nous manque encore de personnel. Je demande à quiconque qui est disponible, qui est travailleur du réseau de la santé, de venir nous aider. J'en appelle à votre sens du devoir pour nous aider à protéger les plus vulnérables. Nous avons besoin de vous. Nous allons aussi demander à des proches aidants de venir aider leurs proches. Mais à part ces proches aidants qui seront identifiés, les visites vont demeurer interdites pour les autres. Je veux aussi m'assurer que les familles soient informées de la situation dans les résidences. J'ai demandé à ce qu'il y ait au moins une personne dans les résidences qui soit en charge des communications avec les familles. Nous allons aussi commencer aujourd'hui à publier une liste des résidences où la situation est sous surveillance. Je sais que la situation est difficile pour tout le monde, mais cela va s'améliorer et il est donc très important de continuer nos efforts et voilà comment nous allons sauver des centaines de vies. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je donnerai la parole au Dr. Arruda. Très bien. Bonjour tout le monde. Depuis le début, toutes nos actions visent à protéger la santé de la population et particulièrement de nos plus vulnérables, les gens d'en haut de 70 ans. On savait d'emblée que ce serait impossible, ici comme ailleurs dans le monde, d'éviter tous les cas. Et malheureusement, cette population-là qui est très fragile est touchée par le virus. On a voulu aussi maintenir notre capacité de traiter les cas, c'est-à-dire d'aplatir la courbe et ne pas se retrouver dans une situation comme dans d'autres pays
où on arrive à choisir entre certaines personnes pour accéder aux soins intensifs. Donc, ça a marché. La courbe a été aplatie grâce au travail que vous avez fait avec nous, grâce au respect des consignes. Vous savez, pour la santé publique, brimer les droits de la personne, il faut avoir des bonnes raisons. Ici, on a voulu sauver des vies et je demeure convaincu qu'on en a sauvé plusieurs et qu'on n'a pas eu à faire des choix difficiles comme ils ont eu lieu ailleurs dans le monde. Comme mesure, on interdit aux visiteurs en CHSLD et en résidence pour personnes âgées, on aurait interdit les visites, puis ça a marché. La situation aurait été beaucoup plus pire si on ne l'avait pas fait. Nos hôpitaux seraient pleins à craquer probablement actuellement avec beaucoup de gens qui seraient à l'hôpital et aux soins intensifs. Mais il faut comprendre que, notamment avec la connaissance qui s'améliore, on se rend compte aujourd'hui, ce qu'on ne savait pas au début de l'épidémie, que plusieurs personnes étaient asymptomatiques et pouvaient contaminer les gens autour d'eux. C'est ce qui est probablement arrivé avec des gens qui revenaient de voyage ou qui l'auraient attrapé ailleurs, qui sont rentrés dans les CHSLD, là où il y a une concentration importante de gens très vulnérables, et ça a amené les décès qu'on voit actuellement, qui nous dérangent tous, bien entendu, mais qui sont un phénomène qu'on observe aussi ailleurs, dans d'autres provinces, dans d'autres endroits où il y a une concentration de personnes âgées. Beaucoup de gens nous écrivent, je reçois beaucoup de courriels personnels pour changer les consignes. Aujourd'hui, je vais vous demander la collaboration de tous pour respecter à la lettre ce qu'on va faire en CHSLD. Le premier ministre en a déjà énoncé quelques éléments, mais je veux vous le dire, c'est très important que vous compreniez que vous devez respecter ce qu'on vous dit actuellement. Ça s'adresse seulement au CHSLD, là où les gens les plus vulnérables ont besoin de soins beaucoup plus concentrés en nombre d'heures que ce qu'on retrouve dans les autres résidences pour personnes âgées. Et cette chose-là va être faite pour ces patients-là et leurs proches aidants soignants. Il faut comprendre que ce sont des gens qui sont connus avant la pandémie. C'est des gens qui allaient régulièrement, avant la pandémie, offrir soit de l'alimentation, de l'hydratation ou de l'hygiène. Il y en a à peu près 10 % des gens en CHSLD qui ont ce genre d'aidants naturels. C'est triste, c'est difficile pour les enfants qui allaient voir leurs parents la fin de semaine parce qu'ils travaillaient, etc., puis qu'ils n'avaient pas la capacité d'être un proche aidant. Mais je tiens à vous dire qu'on ne peut pas ouvrir la machine ou la porte de façon intensive dans le contexte actuel. C'est une mesure qui est volontaire. Je tiens à insister ici, on n'oblige pas personne qui le faisait avant de revenir offrir des soins. C'est pour une personne, pour un patient. Ces gens-là venaient avant la crise, puis comme je l'ai dit, offraient certains types de soins. Ce n'est pas pour les familles et les visiteurs. Je comprends que c'est difficile, mais ce n'est pas le cas. Ces personnes seront identifiées par la direction de l'établissement. C'est eux qui connaissent quelle était la pratique antérieurement, puis ils devront répondre à certaines conditions et signer un consentement éclairé pour qu'ils comprennent à quoi s'exposent ces gens-là quand ils vont aller en milieu, puis ils vont avoir des notes, à la fois pour les établissements, pour les patients et les proches aidants, pour savoir quoi faire, dans quelle situation, et si jamais les gens développent des symptômes, on va leur dire exactement quoi faire. Cette mesure-là va commencer jeudi matin pour nous permettre de mieux préparer tous les instruments, le matériel qui va être nécessaire. Vous savez, nos intervenants et les directions des CHSLD sont très sollicités actuellement pour offrir des soins de meilleure qualité qui sont possibles. Si vous êtes une personne qui n'est pas dans cette catégorie, je vous demande de ne pas mettre de pression ou de porter plainte contre les choix qui seront faits par les établissements. Ce n'est pas eux qui font cette prescription, c'est nous. Et je tiens à vous dire qu'on doit y aller par étapes. Parce que si c'est la cohue, on va devoir reculer et nous serons tous perdants. Je vous supplie donc d'être patient, et je sais que c'est difficile, et de respecter les consignes qu'on va donner, mais on va permettre à certaines personnes qui sont des aidants antérieurs, avec des gens qui sont dans une situation de très grande vulnérabilité, de réavoir un certain contact. Plus on va respecter les consignes,
plus on va s'en sortir rapidement, plus on va être en mesure d'élargir les approches, puis plus on pourra revenir, j'espère, à la normale. Je vous remercie et je vous demande, surtout à ceux qui ne seront pas visés par cette mesure, parce que ça va être la majorité des gens, de respecter celle-ci, même si c'est difficile ce qu'on vous demande encore. Merci à vous. Donc, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Patrice Bergeron de la presse canadienne. Bonjour à vous. Monsieur le Premier ministre, je vous cite, la semaine dernière, en conférence de presse, vous avez dit que vous rencontrez donc les équipes de la santé tous les matins. Je pose la question à l'équipe, est-ce que le patron du CHSLD est compétent? Est-ce qu'on vous a déjà dit, par exemple, qu'il y en avait des pas compétents? Qu'est-ce qu'on vous répond? Puis qu'est-ce que vous faites si on vous répond qu'ils ne sont pas compétents? Bien, on va les aider. C'est ça qu'on regarde, là, puis c'est ça qui est l'objectif, là, c'est de regarder est-ce que la situation est bien gérée, est-ce qu'il y a des zones chaudes, des zones froides, est-ce que le personnel sait exactement comment utiliser les équipements, etc., etc. Donc, je ne sais pas si vous faites référence, par exemple, au CHSLD Héron, là, mais on savait qu'il y avait un problème de la direction, mais on ne savait pas l'ampleur du problème. Là, je vous le dis, aujourd'hui, il y a 41 résidences là, qu'on surveille de très proche, où il y a, entre autres, beaucoup de cas. Donc, c'est le rôle là, des responsables des résidences de s'assurer. Puis là, on est allé faire plus que ça. Il y a eu des gens qui sont allés visiter physiquement chacune des 2600 résidences. Donc, ils ont eu le temps de rencontrer la direction, de poser quelques questions, puis de voir qui a la situation sous contrôle, puis qui a moins la situation sous contrôle. Par ailleurs, j'ai une question ici d'une collègue qui vous demande, on vous sait préoccupé par la reprise économique. Allez-vous revoir les seuils d'immigration à la baisse si cette reprise se fait plus lente que prévu? Bien, on n'est pas rendu là, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on va regarder. Je pense qu'il faut tout revoir, puis entre autres, bien, le nombre d'immigrants avec le taux de chômage élevé qu'on va avoir dans les prochains mois, bien, on pourrait effectivement réduire le nombre. Prochaine question, Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour. Dans les gens que vous voulez ramener dans les CHSLD, vous avez parlé de 1200 absents. Est-ce que ça veut dire que vous avez besoin de 1200 ou vous avez besoin de plus ou avez-vous un ordre de grandeur? Oui, comme je le disais, bon, déjà, on en manquait avant. Par contre, là, de façon temporaire, on a pris des gens des hôpitaux pour les amener dans les CHSLD. Donc, on a comblé une bonne partie. Mais ces gens-là vont devoir éventuellement retourner à l'hôpital parce qu'il va falloir reprendre les opérations, entre autres, qui ont été retardées. Bon, un grand espoir qu'on a, c'est 2600 de l'éducation, 2600 profs qui connaissent les soins de santé, qui pourraient venir travailler dans les CHSLD. Je veux dire, ça serait extraordinaire. On a adopté effectivement un décret pour être capable de le faire. Ces gens-là sont déjà payés. Là. Nos enseignants sont toujours payés. Puis ils vont avoir le droit aussi à la prime qui est donnée dans les CHSLD. Donc, mais je fais surtout appel à leur sens du devoir. On a besoin d'eux autres actuellement. Parler de prof, vous m'amenez sur mon autre question. Le retour à l'école, je sais que la date, c'est pas tellement ça qui est déterminé, mais est-ce que les professeurs seront obligés de retourner enseigner parce que certains ont peut-être 60 ans et plus, d'autres ont peut-être des conditions de santé plus fragiles, donc est-ce que ce sera obligation de retourner enseigner? Bien, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Je l'ai dit, avant qu'on demande aux profs de retourner à l'école, puis aux enfants de retourner à l'école. On va avoir des discussions avec le Dr Arruda pour voir les mesures qu'on met en place. Est-ce que ça sera des classes complètes? Est-ce que ça sera dans toutes les régions? Qu'est-ce qu'on fera avec les enseignants qui ont plus de 60 ans? C'est le genre de questions où là, il y aura des consignes. Mais je vais être bien clair, là, on n'est pas rendu là. Il n'est pas question de réouvrir à court terme les écoles. Maintenant, au tour de Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, M. Arruda. Ma question s'adresse à Mme McCann. Bon, vous dites en fait que vous êtes à la recherche de gens qui manquent du personnel, là, entre autres dans les CHSLD. Or, on m'indique que l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec
qui compte, je pense que c'est 6500 membres au Québec, vous a proposé, Mme McCann, à votre ministère, les services de ces personnes-là, de certaines personnes qui ont des capacités, me dit-on, une expertise en hygiène, en salubrité, et qui n'auraient pas eu de suite donnée à ces gens-là. Est-ce que, justement, les hygiénistes dentaires, qui ont une formation aussi, une certaine formation en hygiène, etc., de même que les dentistes, qui sont aussi des gens qui sont issus du milieu médical, là, je comprends qu'il y a une spécialité spécifique à eux, mais qui ont quand même une formation médicale, en pharmacologie également. Est-ce que ce sont des gens qui sont considérés par votre ministère pour venir prêter main forte au réseau? Bien, écoutez, on va regarder ça rapidement parce que vous avez raison, c'est des gens qui ont des formations de base intéressantes. Alors, j'en prends bien note et j'ajoute, tout ordre professionnel qui considère qui pourrait nous donner un coup de main. Nous, on est ouvert à ça, alors on va faire le suivi rapidement parce que, comme dit le premier ministre, on a besoin de tout le monde. J'ajoute également qu'on a des gens qui travaillent dans des entreprises d'économie sociale, qui s'occupent des gens à domicile, beaucoup. Mais il y en a qui sont disponibles actuellement, puis on travaille avec eux pour qu'ils viennent nous aider en CHSLD. Ça, c'est des gens très expérimentés qui peuvent donner beaucoup des soins de base à nos personnes en CHSLD. Alors, merci. Et si vous avez d'autres suggestions, nos suivis se font de façon très, très rapide dans le contexte actuel. Merci. Monsieur Arruda, quand vous avez fait les projections la semaine dernière, pour vous n'étiez pas là, mais le docteur Massé, merci. On parlait d'un pic de pandémie, en fait, qui tournerait autour du 18 avril. Est-ce que cette date-là, dans vos projections, de la façon dont ça se déroule actuellement, est toujours une date qui est plausible ou si ça a été devancé? Est-ce que vous croyez que le pic va arriver plus tard? Est-ce que vous êtes ajusté par rapport à la projection de la semaine dernière? Si on parle du pic du nombre de cas, là, je vais faire une distinction entre le pic de nombre de cas versus le pic d'hospitalisation puis le pic de décès, parce qu'ils sont décalés dans le temps. Vous savez qu'on attrape la maladie, mais on ne meurt pas tout de suite. Donc, moi, je pense que les projections sont, par rapport au nombre de pics de cas, sont adéquates, même peut-être potentiellement devancées. C'est-à-dire qu'on observe actuellement, puis là, il faut faire la distinction entre les régions, puis etc., puis il faut obtenir la stabilité des données, parce que malgré le fait qu'on vous annonce des cas chaque jour, des fois, c'est des cas de la veille qui ne sont pas encore rendus dans le système, c'est compliqué, là, de l'hôpital jusqu'à la direction de santé publique, la direction de santé publique dans le système, aux enquêtes, parce que notre priorité est toujours d'enquêter, de faire les interventions plutôt que de compléter des statistiques, mais on essaie de les avoir en même temps. Moi, je pense qu'actuellement, on est probablement dans le pic puis en train de commencer à descendre, mais c'est une descente qui va être lente. C'est pas une descente. Comme on a aplati la courbe, on l'a aplati dans les deux sens, donc dans les faits, on l'a aplati, puis elle va probablement redescendre lentement comme telle, puis là, il va falloir mesurer l'effet de tout ça. Mais je pense que message très important, même au pic, même à la descente, il faut faire attention. Il ne faut pas penser que parce qu'on a atteint le pic, on peut se laisser aller dans la pente, puis on ouvre les portes. C'est pour ça qu'on va faire, comme tous les pays du monde, une approche par étapes, progressive. On va mesurer les effets de notre ouverture de certains milieux, etc. On va continuer à enquêter les cas et les contacts. On va faire une surveillance encore plus importante qu'au début. Merci. Maintenant, Hugo Pilon-Larose, La Presse. Bonjour. Vous avez fait état ces dernières semaines du matériel médical de protection. À tous les jours, on savait lequel était davantage pratiquement en pénurie. Est-ce que dans des CHSLD, qu'ils soient publics ou privés, à un moment donné, ces dernières semaines, on a manqué de ce matériel-là? Pas dans la dernière semaine, en tout cas, puis même, je dirais, les dernières semaines. Au début, peut-être qu'il y a pu avoir certains CHSLD privés qui n'avaient pas tout le matériel, mais au total, on n'a jamais manqué de matériel. Donc, peut-être que des gens ne l'ont pas demandé, mais même si c'est devenu serré à un moment donné, il y a toujours eu assez pour couvrir tous les CHSLD, tous les hôpitaux. Pour la reprise des travaux parlementaires, on a vu donc les leaders des autres partis faire
vous interpellé hier en demandant à ce que des rencontres virtuelles soient organisées avec des ministres et des députés de l'opposition. Hier, on a semblé comprendre que vous n'étiez pas intéressé par leurs propositions. Qu'est-ce qui va arriver au-delà du 21 avril à ce sujet-là? Non, j'ai eu une discussion hier, comme je le fais à tous les lundis et à tous les jeudis avec les 3 chefs de l'opposition. On discute de comment on pourrait faire ça après le 21 avril. C'est certain là, que ça dépend aussi des personnes qui seraient interrogées. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer que Daniel McCann est peut-être a moins de temps à donner à être capable de faire ça dans les prochaines semaines. Mais je comprends en même temps, entre autres avec la situation dans les CHSLD, que les oppositions ont des questions à poser. Donc, on est en train de trouver une solution et moi, j'ai bon espoir qu'on va s'entendre. Merci. Maintenant, au tour de Patrick Belrose, Journal de Québec, Journal de Montréal. Oui, bonjour à tous. Première question pour le Dr Arruda. La semaine dernière, ma collègue vous a demandé si les personnes âgées suspectées de décéder d'une COVID-19 étaient testées de façon systématique et votre réponse était « c'est arrivé ». Puis on a aussi des informations sur le terrain qui laissent croire que ce n'est pas fait de façon systématique. Ça nous porte à croire que le bilan des décès est forcément sous-évalué. Donc, je voudrais savoir, est-ce que vous croyez que le bilan des décès de la COVID-19 est sous-évalué au Québec et pour quelles raisons ce n'est pas dépisté de façon systématique? Bon, il y a différentes raisons. Premièrement, je veux juste vous dire que, et là, je ne veux pas parler, parce que je suis en train de faire vérifier les définitions de cas des autres provinces. Je vais vous donner un exemple comparatif. Quand on parle de chaleur accablante au Québec et qu'on nomme des décès, souvent, on n'attend pas l'enquête du coroner à la fin pour savoir si c'est la cause principale. Pour des raisons de vigie et d'intervention, on compte ces cas-là. Alors, au Québec, on a des cas de façon significative et l'Ontario en a pas beaucoup parce qu'ils attendent la confirmation du coroner. C'est vrai qu'il est possible qu'on n'ait pas testé tous les cas, mais on a une définition de cas maintenant qui implique ce qu'on appelle des cas en lien épidémiologique. Vous êtes dans un CHSLD, dans un étage, vous avez un cas ou 2 qui ont été confirmés par laboratoire. Dans l'autre chambre d'à côté, vous avez un cas. Il n'y a pas d'autre raison de décès comme tel où on est presque sûr un bon pourcentage que c'est du COVID-19, mais va être un COVID-19 non testé, non confirmé par laboratoire, mais considéré comme un cas. Donc ça, on en a et vous allez voir on peut voir qu'on en a de plus en plus comme tel parce que à ce moment-là, et on fait souvent ça dans des enquêtes, on ne teste pas tout le monde. On sait que la maladie circule. Actuellement, on n'est plus dans la saison de la grippe, etc. Donc, la probabilité que ce soit un cas est plus élevée, puis on ne le fait pas en termes de tests de laboratoire. Donc, est-ce que c'est possible que des gens soient décédés de la COVID-19, puis que pour une raison X, Y, Z, il n'y ait pas été là? C'est vrai. Tous les systèmes ont toujours sous-estimé les décès. En Italie, on pense qu'il y a peut-être eu 3 à 10 fois plus de cas de décès que ce qui a été rapporté, parce que c'est normal à un moment donné. Mais quelque part, je vous dirais que comparativement à d'autres provinces par rapport à la quantité de tests qu'on fait, il y en a probablement. Ce serait presque impossible de penser qu'on n'a pas échappé quelques-uns, mais pas de façon significative, dans le contexte aussi où on compte les cas qui sont associés mais non confirmés par laboratoire. Il y a des fois aussi où en post-mortem, on n'est pas capable de le trouver, le prélèvement n'est pas adéquat, etc., etc. On peut peut-être ajouter, là, comme ancien ministre de la Santé, le Québec a toujours eu la réputation d'être plus méticuleux que les autres États dans le monde. C'est vrai pour quand il y a eu des décès certains étés avec la chaleur accablante. On se demandait pourquoi on en avait plus au Québec qu'ailleurs. Bon, peut-être qu'ailleurs, c'était pas tout déclaré. Je me rappelle aussi de toute la question du nombre de suicides au Québec. Pourquoi on en avait plus qu'ailleurs? On s'est rendu compte, c'est parce qu'on faisait un suivi plus méticuleux qu'ailleurs. Donc, le Québec a toujours eu la réputation, comme on dit en québécois, d'être plus catholique que le pape. Moi, je suis pas trop inquiet de ce côté-là. Ça se peut qu'on ait échappé quelques-uns, mais je serais curieux de savoir ailleurs combien ils n'ont échappé. Merci, M. Legault. Question pour vous. Vous allez publier, comme vous disiez, la liste des CHSLD en situation critique. C'est vrai que les médias le demandaient. Par contre, on s'aperçoit ce matin que la liste qui a été publiée par un média contient une erreur. Est-ce que vous ne craignez pas que d'autres erreurs comme ça se glissent dans les listes que vous allez mettre en ligne et qu'on crée de l'inquiétude inutilement, disons, chez les parents des patients? Et aussi, en complémentaire, disons, est-ce qu'il sera possible de sortir un résident
d'une résidence touchée par la COVID-19 si on voit que le nom est sur la liste? Bon, deux choses. D'abord, j'ai posé la question sur le sujet, combien de décès dans le centre de gériatrie de Montréal. Il faut comprendre qu'il y a un certain délai pour analyser si la personne est vraiment décédée de la COVID-19. Parfois, ça peut prendre un certain nombre de jours avant que ça soit ajouté. Pour ça, malheureusement, on sait un peu là, que, par exemple, dans les décès aujourd'hui, probablement qu'il y en a qui vont s'ajouter, qui sont décédés dans les derniers jours, mais où on est en train d'analyser est-ce qu'ils sont vraiment décédés de la COVID-19. Donc, dans le cas que vous mentionnez, c'est exactement ça qui est arrivé, là. C'est que c'est pas qu'on a oublié d'en déclarer, c'est juste parce que le nombre qui est donné puis qui était dans le rapport est toujours le bon sur les confirmés, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. Je faisais référence à la seigneurie sur le fleuve de Varennes. Alain Laforêt, TVA Nouvelle. Je faisais référence à une autre résidence, en fait, qui était sur la liste où il n'y avait pas de cas de COVID-19. Monsieur Laforêt. Merci. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Mme McCann, Monsieur Arruda. Mme McCann, ma question va s'adresser à vous. Concernant les spécialistes, vous avez lancé un appel il y a plusieurs jours, sauf qu'il semble qu'il n'y a personne qui a eu d'appel encore pour le transfert dans les CHSLD. Qu'est-ce qui explique ce délai-là? Là? C'est que la machine est trop lourde? Pourquoi les gens ne sont pas déjà là? Bien, je vais vous dire d'ailleurs, en ce moment, il y a une rencontre téléphonique entre la sous-ministre adjointe et les deux associations, ou fédérations, je devrais dire, médicales. Je pense qu'on s'entend, notamment avec la Fédération des médecins omnipraticiens, sur une partie de réponse téléphonique là, au niveau là, des CHSLD, les RPA, les RI-RTF et même le maintien à domicile, ce qui est bon, la garde, entre autres. Mais on veut aussi que les médecins aillent sur place, aider dans les CHSLD, surtout dans les CHSLD, mais aussi dans les RPA, dans les RI-RTF. Alors, c'est ce qui est en train de se discuter actuellement, parce que comme vous le voyez, là, on a besoin de tout le monde. Pour les médecins spécialistes, effectivement, la discussion va porter là-dessus aussi. Qu'est-ce que peuvent faire les médecins spécialistes, étant donné qu'ils sont médecins à la base, hein, comme tout médecin, et qui peuvent faire des choses certainement dans le contexte là, des résidences d'hébergement. Alors, eux aussi, ils offraient, par exemple, d'appeler les familles. Oui, mais il y a d'autres personnes qui peuvent faire ça là, actuellement. On est en train de s'organiser. Moi, je pense qu'il y a un rôle pour les médecins spécialistes en complémentarité ou en collégialité, je vous dirais, avec les médecins de famille. Alors, c'est exactement ce qui est en train de se discuter actuellement, puis on veut vraiment que ça avance rapidement. J'aimerais, M. le chef de tribune, si vous permettez, M. le Premier ministre, Mme McCann, revenir sur la question des données, parce que je pense que c'est une question importante. Oui. Si vous me permettez. Je voudrais vous dire, vous ne pouvez pas vous imaginer l'effort qui est mis actuellement par des gens qui sont dans l'intervention pour collecter les informations. Ça ne vient pas d'un seul système, ça ne vient pas d'un dossier patient dans lequel il y a toute l'information puis qui est informatisée, puis etc. Donc, on a des sources qui viennent soit par des enquêtes, des téléphones qu'on fait aux établissements. Il y a des sources qui viennent par des saisies de la santé publique à partir des déclarations que le médecin va avoir fait. Puis c'est sûr que notre énergie dans ce temps-là est toujours associée à faire les bonnes affaires. Puis les statistiques, c'est un élément très important. Si vous saviez le nombre, toutes les questions que vous voulez, là, si on est en mesure de vous y répondre parfaitement, ce serait extraordinaire. Il y a les heures de tombée. Quand on prend les données à 6 heures du soir, bien, dans la nuit, il se passe beaucoup de choses. Les directions de santé publique ou les établissements, par transparence, vont vous donner des chiffres qui vont être différents. Et quand on est transparent, à la vitesse où ça va, il faut comprendre que des erreurs, hein, vous savez, là, même les comptables peuvent en faire des fois quand ils corrigent, ou même les prévisions, etc. Non, mais je ne sais pas si vous comprenez, vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand on aura un système informatisé parfait, partout, là, on est en train d'en développer pendant que l'avion vole. Donc, des erreurs, il va en avoir. On essaie de les minimiser. Puis des fois, il va y avoir des délais. C'est sûr que moi, quand on se lève le matin et qu'on lit dans vos journaux que vous avez tant de décès dans tel centre parce que l'information a été donnée, mais que ces cas-là, il y en a qui sont arrivés après, etc., les chiffres ne balancent pas. Et ça, c'est très dérangeant quand on essaie de faire balancer des chiffres. Donc, je voudrais juste que vous compreniez que si on ne le rend pas transparent, on ne le donne pas, les gens s'inquiètent parce qu'ils ne savent pas, sont dans l'inconnu. Si on le met, puis c'est une erreur, mais
Ça va peut-être entraîner un certain stress pour certaines personnes, mais ça va être corrigé le plus rapidement possible. Fait que je voulais quand même que vous compreniez ça, parce que sinon, là, on va avoir des débats sur les chiffres à tous les jours. Et plus ça va aller, plus il va y avoir de cas, plus il va y avoir de charges dans le système, plus ce système-là est fait. Puis je peux vous dire que même dans le monde, même l'OMS ne mettait pas ces données à jour tous les jours. Puis des fois, c'est avec des pays qui ont contribué, d'autres qui n'ont pas contribué à la mise à jour. J'aimerais apporter aussi un complément, si vous permettez, sur les médecins spécialistes, parce qu'il faut quand même dire que il y a des choses intéressantes là, qui se passent au milieu hospitalier. Par exemple, je vais vous donner un exemple, un orthopédiste qui aide son collègue interniste. Là. Il y a beaucoup de collaboration qui se fait en milieu hospitalier. Je sais aussi, on le sait, que les médecins spécialistes aimeraient rouvrir leur clinique externe. On ne pourra pas le faire de façon complète. Il y aura peut-être une certaine réouverture. Là, on est en train d'étudier ça. Au niveau des chirurgies, on ne peut pas vraiment beaucoup aller de l'avant parce qu'on a encore notre enjeu au niveau des médicaments, mais c'est en train d'être travaillé. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on veut que les spécialistes, parce qu'il y en a quand même un certain nombre là, actuellement qui sont inactifs, qui viennent nous aider dans les milieux d'hébergement. En question, oui, toujours avec vous, Mme McCann. Vous avez parlé tout à l'heure, il se fait plusieurs jours qu'on l'évoque depuis samedi, là, la résidence Héron. Dans une lettre que vous avez reçue, Mme la ministre, de la part de la direction de ce CHSLD le 9 avril, on vous informait déjà qu'il y avait 23 décès et 27 employés qui étaient testés positifs COVID. Est-ce que le CIUS vous a dit la vérité dès le départ? Parce que M. le Premier ministre nous a dit que vous l'aviez appris vendredi, alors que ça date du 9 avril, la lettre où on vous dit qu'on a 23 décès là-bas. Oui, bien, vendredi, c'était le 10 avril, si je ne me trompe pas. Alors, moi, j'ai vu la lettre plus tard, là, parce qu'une lettre qui m'est envoyée ne m'arrive pas là, instantanément, je dois vous dire. Là, ça arrive à une adresse ministre de la Santé et on doit la traiter. On la traite rapidement, mais je ne l'ai pas dans l'heure. Là. Alors, moi, je pense que j'ai eu l'information, effectivement, le vendredi soir, samedi matin, là, où on a tout confirmé ça, où il y avait eu une trentaine de décès dans le dernier mois. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'information. Maintenant, au tour d'Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. J'aimerais revenir sur la question concernant l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, parce que je comprends bien qu'il puisse y avoir des délais, mais quand même, on apprend qu'il y a 33 personnes qui sont décédées, alors que le bilan du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, le même jour, faisait état de 5 décès. Là, donc, ils ont quand même un écart très important. On imagine que ce ne sont pas tous des gens qui sont décédés dans les heures précédant la mise à jour du bilan. Je veux être certain de bien comprendre ce qui explique cet écart important-là. Et d'autre part, vous nous parliez, Monsieur le Premier ministre, de différence entre les cas rapportés, cas soupçonnés. Est-ce à dire donc que dans plusieurs autres établissements, les chiffres seraient beaucoup plus élevés si on tenait compte des cas soupçonnés? Parce que là, c'est ce qui semble expliquer l'écart. Mais là, on vous parlait de deux choses. Les décès. Oui, c'est deux questions. Bon, OK. Les décès, j'ai posé la question ce matin, puis on me dit l'écart s'explique par le fait que les décès n'ont pas tous été analysés au moment où le rapport a été fait. Pour ce qui est des cas confirmés ou suspectés, bien ça, effectivement, c'est une différence. Confirmé, ça veut dire qu'il y a eu un test positif. Suspecté, bien c'est peut-être la personne a des symptômes. Donc, pas sûr que ça répond à votre question. Donc, est-ce qu'on sous-estime ou... Pardon? Est-ce qu'on sous-estime, donc? Parce qu'en fait, si je comprends bien, il y a des... Moi, je pense qu'actuellement, dans les CHSLD, là, il y a sûrement plus de cas que le nombre qui est rapporté confirmé. Il y a du travail qui est en train d'être fait actuellement pour faire des tests. Puis il y a des personnes qui sont suspectées qui vont en partie devenir confirmées. Est-ce qu'il y a plus de décès? Rapidement. Est-ce qu'on sous-estime le nombre de décès? Moi, je pense pas. Je pense que les décès de la COVID-19 sont rapportés. Ça peut prendre quelques jours parfois avant que ça soit rapporté, mais ils ne sont pas sous-estimés. Les décès, c'est des décès. Merci. Prochaine question, Mylène Crête, Le Devoir. Bonjour. Ma question est pour M. Legault et Mme McCann. J'aimerais savoir ce que vous pensez de la gestion des CIS et des CIUS par rapport au CHSLD. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir changer? Bien, écoutez, ça fait longtemps qu'on parle des CHSLD, qu'on dit qu'il y a une pénurie de personnel, il y a des postes d'affichés qui ne sont pas comblés. Dans les CHSLD privés, peut-être que les ratios devraient être augmentés. Bon, c'est des discussions qu'il y a eu
depuis plusieurs années. C'est sûr qu'il y avait un manque de personnel dans les CHSLD. Donc, on connaissait le problème. C'est d'ailleurs pour ça qu'au centre de la négociation avec les syndicats, on a toujours dit qu'il faut une augmentation en pourcentage plus élevée pour les préposés aux bénéficiaires que pour les autres groupes d'employés. Mais, comme je le disais, c'est pas nécessairement facile de négocier avec les syndicats des augmentations de salaire qui ne sont pas les mêmes pour tous les groupes d'employés. Par contre, assez rapidement, on a mis des primes. Là. Par exemple, dans les CHSLD privés, on a mis des primes de 4 de l'heure. C'est quand même pas rien, là, quelqu'un qui gagne 13 de l'heure, qu'on lui donne du gouvernement 4 de l'heure de plus. Donc, il y a des primes, effectivement, qui ont été mises de façon temporaire. Est-ce qu'il y a 2, 3, 5 ans, on aurait dû penser à mettre des primes permanentes? Je pense que oui. Aujourd'hui, on se dit, ces gens-là ont un travail important, puis on le voit quand il arrive une crise comme on vit actuellement. Puis, il faut le regarder, parce que je me suis rendu compte, moi, que quand on a augmenté les budgets des CHSLD depuis qu'on était au gouvernement, bien, malheureusement, on n'arrivait pas à dépenser tout l'argent qui était mis dans les CHSLD, parce qu'il y avait beaucoup de postes qui étaient affichés, mais pas comblés. Donc, il y a un problème d'attractivité, il y a un problème de salaire, mais plus que ça, il y a un problème qu'il n'y a pas assez de préposés aux bénéficiaires de formés au Québec. Donc, il va falloir, à l'avenir, que ce soit un métier, une profession qui est beaucoup plus valorisée. Pas juste le salaire, mais de façon générale, là, on le voit aujourd'hui comment, plus que jamais, les préposés aux bénéficiaires sont importants. Je ne dis pas qu'on ne le savait pas avant, là, la preuve, c'est qu'on le dit depuis qu'on est au pouvoir, il faut augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires. Ma deuxième question porte, vous avez reconnu en début de conférence de presse qu'il y a probablement eu une transmission asymptomatique du coronavirus par des employés en CHSLD. Dans ce cas-là, est-ce que vous maintenez toujours la directive de la santé publique de rappeler au travail des employés qui ont été en contact avec une personne infectée et qui ne présentent pas de symptômes après 7 jours? Écoutez, l'enjeu de cette démarche-là est associé à, je vous dirais, le maintien des services. Parce que la personne qui revient, elle va porter, par exemple, un masque, puis elle va être dans une situation... D'ailleurs, elle le sait, c'est encore peut-être... les gens sont encore plus prudents dans ce contexte-là. Autant que faire se peut, vous comprendrez qu'on veut pas que quelqu'un meure parce qu'on n'a pas donné de soins. Il ne meurt pas du COVID-19, mais c'est véritablement, j'appellerais, des situations qu'on essaie de faire en termes d'exception. Je peux pas c'est pour ça que cette consigne-là a été mise en place. Et donc, souvent aussi, ces personnes-là, elles vont des fois aussi travailler dans des milieux où il y a déjà du COVID-19. Donc, comme je vous le dis, c'est une situation qu'on espère exceptionnelle, mais dans la balance des risques, hein, puis on regarde aussi le 14 jours, c'est la période maximale d'incubation, alors qu'on sait que la majorité, ça va être un peu moins que ça. Mais le personnel qui rentre avec pas de symptômes et il va utiliser du matériel de protection pour éviter de contaminer les autres personnes. C'est pour ça qu'on a tellement besoin de renforts. On a 6 000 travailleurs actuellement qui sont absents là, du réseau pour toutes sortes de raisons. Alors, puis on veut donner du répit aussi aux équipes qui sont sur place. Alors, c'est pour ça qu'on fait tous les efforts. C'est notre priorité actuellement d'aller chercher le personnel. Merci. Donc, juste pour préciser, il y a 6 000 personnes dans tout le réseau de la santé, dont 1 250 dans les CHSLD qui sont absents. Juste pour que... Donc, c'est tout le temps que nous avions pour les questions en français. So we'll switch in English and we'll start today with Kat Sene from CBC News. Hi, good afternoon. Bonjour, bon après-midi. Vous avez répété, M. Arruda, le nombre de semaines depuis lesquelles vous n'avez pas vu votre famille. Vous aussi, M. Legault, vous dites que vous ne voyez pas vos enfants, vous ne pouvez pas assister à la fête de votre fils. Comment vous réagissez au fait que Justin Trudeau a traversé la frontière pour passer le long week-end à son chalet, alors que vous avez cette réaction
réaction des Québécois sur les médias sociaux qui se disent que le succès des mesures de la santé publique est basé sur le respect de ces directives. Alors, qu'en dites-vous? Les gens pourraient se dire, si Justin Trudeau le fait, pourquoi je ne le ferais pas? Vous savez, il y a probablement des gens qui font la même chose. J'espère simplement qu'ils maintiennent certaines distanciations, mais je pense que la réponse du Premier ministre est la meilleure. Nous n'avons pas de commentaires sur cela et je ne dirais pas que c'est parce que quelqu'un fait quelque chose que vous devez le faire. Et essayez de respecter les choses. Je ne peux pas commenter le comportement du Premier ministre. En français, c'est possible. Monsieur Legault d'abord, Monsieur Arruda. Ben, j'ai pas de commentaire. La réponse du premier ministre est la bonne. Par contre, moi, je vais vous dire, des gens qui ne respectent pas nécessairement les consignes, il y en a. Il pourrait y en avoir d'autres aussi, donc sans commenter sur ce cas-là en particulier. J'espère que, par contre, quand ils font ce genre de mouvement-là, qu'ils vont respecter les consignes de si on a des symptômes, on y va pas, on garde une certaine distanciation sociale, etc. Dans le fond, en appliquant certaines mesures, le geste perd un petit peu sa négativité par rapport au fait qu'on dit aux gens de pas se transférer. Et on le fait aussi pour les travailleurs essentiels, hein, pour les gens comme tels. Donc, c'est une situation à évaluer au cas par cas. Moi, je ne peux pas commenter sur le détail, mais la meilleure réponse, c'est celle du premier ministre, c'est-à-dire sans commentaire. Cathy? Depuis la semaine dernière, vous annoncez des mesures de mitigation pour aider les CHSLD, par exemple. Des CHSLD qui ont été frappés de plein fouet par des cas d'éclosion de la COVID-19. Vous avez envoyé un message pour des gens qui voudraient prêter main forte aux gens dans les CHSLD. Aujourd'hui, vous dites, s'il vous plaît, venez nous aider. Quel est le message que vous envoyez? Qu'est-ce que ça nous dit sur la sévérité de la situation? Vous appelez des renforts et vous demandez de l'aide. Il semble que ce qui se passe en ce moment est très grave dans les CHSLD. Oui, la crise est importante. Nous suivons de très près la situation dans 41 résidences où il y a plusieurs cas et ce n'est pas facile d'obtenir tout le personnel nécessaire. On peut comprendre qu'il y a des gens du personnel qui sont infectés et d'autres ont peur d'être éventuellement infectés. Nous avons une situation où vous avez besoin de courage pour vous rendre là-bas. Mais on a besoin d'avoir des gens. Par exemple, les enseignants qui enseignent les sciences médicales, par exemple, dans nos collèges, dans nos cégeps, on leur demande de venir nous aider. On demande aussi aux spécialistes, même si nous n'utiliserons pas leurs compétences sur leur spécialité, on leur demande de venir aider comme un travailleur régulier parce qu'on a besoin d'eux. On a besoin de tout le personnel possible, on a besoin des infirmières, des médecins, tout le personnel qui a l'expertise pour nous aider dans les CHSLD, parce que même avant la crise, les emplois qui étaient affichés, les recherches d'emploi n'étaient pas comblées. Alors, ajoutez à cela tous ceux qui ne viennent pas travailler actuellement, on a vraiment besoin d'avoir des gens avec une expertise dans les sciences médicales pour venir nous aider dans les CHSLD. Samuel Pouliot, CTV News. Hier, pendant cette conférence de presse, nous avons entendu qu'il y avait seulement 2 employés pour la résidence Aaron. Savez-vous qu'est-ce qu'il y en est actuellement? Est-ce que les soins prodigués sont adéquats? Et est-ce que les familles obtiennent toute l'information en ce moment? On m'a dit que tout était sous contrôle en ce moment, donc il doit y avoir